Bonjour Sam et bienvenue sur la chaîne de Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Tu es donc au-delà du fameux cofondateur du Journal du Coin, tu es surtout en ce moment le cofondateur pardon, de Node Guardians. Node Guardians qui a deux pans d'activité dans l'écosystème, puisque d'un côté vous êtes validateur crypto, notamment sur Avalanche ou encore Cosmos, et puis de l'autre il y a tout un pan éducatif autour de développer, autour du code également, et puis autour de la recherche de failles dans les smart contracts sur le site internet de Node Guardians. Je te laisse développer, me corriger si je me suis trompée, puisque ça m'arrive parfois. Alors, développer, ce sera sans moi. Moi, je suis pas un grand codeur, je suis là pour critiquer. Mais pour le coup, non, mais je serais ravi de vous en parler un peu plus avec plaisir. Et dans un premier temps, je vous remercie pour cette invitation. Et voilà, hâte de passer ce petit moment, ce petit podcast avec vous et de discuter de crypto, voilà, de ce qui vous arrange, il n'y a pas de souci. Et donc, oui, Node Guardians, si vous voulez, je commence par ça. Et, On aimerait bien en savoir un petit peu plus sur Node Guardians. Tout d'abord, d'où est venue cette idée? Tu en as parlé la dernière fois qu'il y avait un manque de ressources. ouais, Moi, la première fois que j'ai découvert Node Guardians, je me suis réintéressé à GitHub au tout début quand j'ai aimé l'informatique. Et c'est vrai que ça faisait un moment. Et du coup, je suppose qu'avant d'aller sur Node Guardians, il y a un lien avec GitHub. Du coup, d'où est venue cette idée de Node Guardians? Et c'est ma première question. ok. Bah, je pense que c'est très intéressant de s'intéresser au pourquoi Node Guardians. Et il y a une histoire que je trouve assez cohérente des raisons qui ont mené à la conception de cette plateforme. Alors, si on se projette, voilà, on revient pardon, en 2017, il y a Journal du Coin. Journal du Coin fonctionne plutôt bien sur le plan de l'usage, hein. Il y a des gens qui vont sur la plateforme, entre 1 et 2 millions de visiteurs par mois, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas nécessairement une plateforme qui est très rentable. Et en observant ça, le premier problème que j'essaie de résoudre, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de viabiliser ce système-là. Comment est-ce qu'on met cette plateforme-là au service d'écosystèmes crypto sans faire des choses qui sont, on va dire, embarrassantes ou borderline ou filer des trucs bizarres. Donc, je me suis beaucoup intéressé au concept des grants et aux fondations des protocoles voilà, que je trouvais, je dis j'ai envie de dire plutôt qu'on trouvait les plus intéressants. Donc, on a exploré avec les premières itérations de systèmes Proof of Stake comme EOS, avec France EOS. On a fait Avalanche avec Denali en 2020. Et on est rentré en contact avec ces différentes fondations pour mieux comprendre leurs besoins et voir comment, dans une certaine mesure, on pouvait les aider dans leur mission, qui consistait souvent à onboarder plus de développeurs sur leurs écosystèmes, voilà, faire la promotion d'un langage de programmation spécifique, comment créer du contenu à valeur ajoutée pour une audience technique et abstraire, enlever toute la partie relative au prix du jeton, etc. Et donc, ces fameux grants, au début, bah, je candidatais pour, je prenais des écosystèmes qui me plaisaient bien, je faisais des candidatures. Je disais d'une pierre deux coups, on peut faire de l'argent et faire des choses qui nous plaisent et qui contribuent de façon tangible aux écosystèmes, mais ça ne marchait pas très bien. Forcément, les premières, on va dire, applications, candidatures, il faut que j'arrête avec les anglicismes, foirées, mais je pense qu'en 2019, j'avais trouvé une formule qui marchait plutôt bien et j'ai pu commencer euh, voilà, à travailler régulièrement avec ces fondations. Et en parallèle, j'ai exploré la verticale des podcasts. Dans un premier temps, pour créer du contenu à valeur ajoutée pour l'audience, mais aussi pour m'éduquer dans une certaine mesure et mieux comprendre certains concepts. Et j'ai pu trouver voilà, avoir des réponses à mes questions. Alors, dans un podcast, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les 60 minutes de podcast, on va dire, dans le podcast, et il y a souvent, parfois, il y a 30 minutes de discussion qui viennent après, où d'autres sujets sont abordés, et j'ai pu isoler ou comprendre avec on va dire, plus de profondeur quels étaient les besoins, les craintes de ces personnes voilà, qui construisaient différents écosystèmes, Layer 1, Layer 2, pour le système d'infrastructure, etc. Donc, j'ai compilé, ou du moins j'ai à travers ces podcasts, pu comprendre qu'il y avait un fort besoin de ressources éducatives. Et en allant plus loin, un des takeaways, c'était que il manquait surtout des ressources éducatives pour les développeurs de niveau intermédiaire à senior. Et le statu quo, la méthode classique pour faire ces grants-là, c'était voilà, ce qu'on faisait le plus régulièrement, c'était des articles de tech writing. Et à mon sens, en 2023,
c'est pas, il y a besoin de ressources qui ont un niveau d'interactivité plus avancé parce que les temps d'attention sont plus courts, on veut quelque chose de plus engageant. Donc j'ai fait une sorte de boulgui-boulga qui doit toujours être market fit, bien sûr, qui prend en compte les doléances de ces différentes personnes que j'ai pu côtoyer, inviter, fréquenter sur différents podcasts, différents événements. J'ai collecté leurs besoins, j'ai ajouté j'ai ajouté cet élément de. En fait, il faut que j'arrête de dire j'ai parce que c'est un travail de groupe. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on construit un produit qui répond aux besoins de ces personnes, de différentes fondations, de différents écosystèmes? Comment est-ce qu'on construit un produit market fit qui va plus loin sur le plan de l'interactivité et qui va vraiment traiter, répondre à ces besoins très spécifiques que l'on a observés sur les dernières années en faisant des grandes. Et comment est-ce qu'on rend la chose encore plus engageante, encore plus fun et on injecte notre passion dans ce système-là? D'où l'intégration de cet aspect RPG, de cet enrobage un peu jeu de rôle pour rendre le contenu, on va dire, plus stimulant, plus intéressant. Et comment est-ce qu'on rend ça market fit, comment est-ce qu'on rend ça profitable? Donc là, on intègre une autre passion qui est celle du staking. Et il y a une autre petite chose qu'on a observée, c'est que les protocoles, les fondations, etc., sont en général détentrices de dizaines de milliards, voire de centaines de milliards de dollars de jetons en token qu'elles peuvent déléguer à des contributeurs qui sont proactifs dans le développement de leurs écosystèmes, etc. Donc, il y a une opportunité économique. Il y a un produit, ou plutôt, il y a une opportunité économique à se positionner comme opérateur sur ces systèmes distribués-là, bénéficier de ce soutien de ces fondations. En même temps, on aide ces protocoles à être, à réussir dans une certaine mesure, et on s'amuse along the way. Donc, parce que le problème qu'on essaye de résoudre à la fin de l'histoire, c'est comment onboarder des développeurs dans le Web3 ou sur les écosystèmes les plus prometteurs. Parce que l'idée, c'est que peu importe les caractéristiques techniques d'un système ou autre, ce qui va faire qu'une plateforme de smart contract, un L2, réussisse, réussisse tout simplement, c'est la communauté de développeurs qu'elle va fédérer et éventuellement ces développeurs vont construire des applications qualitatives qui vont amener de vrais utilisateurs. Et pour nous, un point qui est primordial, c'est d'avoir une expérience d'onboarding de qualité, de vérification des skills de qualité et créer tout un système, plein d'initiatives qui sont alignées en fait qui vont dans cette même direction, sur cette même verticale. Les gens viennent sur Node Guardians, ils apprennent des choses, mais surtout ils challengent leurs compétences parce que c'est pas vraiment orienté débutant. Vérifient leurs compétences, obtiennent ces preuves et après construisent des choses sur ces écosystèmes-là, que ce soit en recevant un grant ou en obtenant un travail. L'idée, c'est de gérer en gros tout ce funnel de A à Z et rendre l'expérience agréable et respectueuse aussi pour l'utilisateur. Donc en fait, tu as, on va dire, Node Guardian, c'est bien divisé en deux. Tu as toute la partie où tu soutiens les fondations avec la partie validation du réseau et sécurisation du réseau, où vous prenez du coup une petite commission sur la partie validation, où vous êtes des nœuds. Et la deuxième partie, vous aidez en fait les développeurs plutôt blockchain sur les langages. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Bitcoin, on va le mettre de côté. Après, il y a Ethereum, du coup, c'est le langage Solidity. Et il y a des énigmes. Et du coup, c'est ludique à apprendre le langage. Et après, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que tu pourrais citer les langages que vous soutenez, en tout cas chez Node Guardians? Alors, en fait, on n'aide pas les fondations en faisant tourner des validateurs, je pense, parce qu'en fait, faire tourner un validateur, il y a une manière de le faire proprement, il y a des pratiques à suivre pour avoir un certain niveau de sécurité et de disponibilité de la machine. Il ne faut pas non plus cracher sur la profession. Mais c'est presque devenu trivial. Il y a des centaines d'entreprises dans le monde de la crypto qui sont en mesure de faire tourner un validateur plus ou moins proprement. La fondation, elle n'est pas en général, là, ça se bouscule au portillon pour faire partie de son set de séquenceurs ou de validateurs, etc. C'est pas ça le souci. La fondation, ce qu'elle va chercher, ou l'écosystème en question, ce qu'il va chercher, c'est surtout un outil qui bénéficie à ses prospects ou à sa population de développeurs. Donc, comme tu viens de le mentionner, on a ce deuxième pan,
ce système, ce hub pour les développeurs, qui a pour but de démystifier ces fameux langages-là. Et tu as dit qu'il y a des énigmes, ce qu'on appelle des captures de flag, des puzzles de programmation, des challenges de programmation sur Solidity. C'est vrai. On fait aussi ça sur Cairo. Et ce qu'on remarque, c'est que sur les ZK Rollup ou les Validity Rollup de demain, certains de ces systèmes ont fait le choix d'avoir un langage particulier pour optimiser la génération des preuves de validité, par exemple. Et donc, ça vient avec tout un lot de bénéfices, on va dire, d'avantages sur le plan technique, mais aussi des contraintes sur l'onboarding. Parce qu'on a affaire à un langage nouveau, avec ses propres spécificités, sa propre complexité, etc. Et il faut être en mesure de le maîtriser, de construire des choses dignes de ce nom, niveau production sur ces nouveaux langages. Donc, il y a un besoin ici auquel il faut répondre. Mais même sur des stacks déjà bien établis, comme Ethereum ou Wasm avec tout le tooling qui vient avec, Rust, etc., il y a aussi ce besoin-là parce que vous êtes AAV, vous lancez votre V3 et votre stablecoin. Vous avez certains modules, certains composants sur vos jeux de smart contracts qui ont certaines subtilités avec lesquelles il faut apprendre à interagir pour composer avec de façon sûre. Donc, vous avez plutôt un intérêt, dans une certaine mesure, à faire en sorte qu'il existe des ressources de qualité pour que l'on puisse interagir avec votre protocole de la bonne façon. Donc, Node Guardians peut aussi se positionner comme facilitateur pour maîtriser des primitives déjà existantes. Donc, pas mal d'use cases auxquels on peut penser. Cette logique de vérification du code en Solidity, vous pouvez même l'appliquer dans le contexte du recrutement. Vous êtes une boîte, comme, je dis n'importe quoi, Chain Security ou autre, et vous voulez un chercheur en recherche ou un programmeur en Solidity, mais vous ne voulez pas recevoir 1500 emails en mettant un email public et passer au crible fin chacun de ces emails. Vous pouvez dire, si vous n'avez pas complété les 8 challenges les plus affreux sur Node Guardians avec ce niveau d'efficacité, je ne veux même pas recevoir votre email. Comme ça, vous ajoutez un filtre pour réduire le temps que vous consacrez à la sélection des candidats, les interviews, etc. Et donc, dans une certaine mesure, vous économisez de l'argent. Et oui, vous... C'est une école en fait 3.0, Node Guardians, un petit peu pour les développeurs. Ouais, on peut parler d'école, mais on apprend des choses pour sûr sur la plateforme. C'est pas vraiment une école. On vient plutôt se challenger et s'amuser dans une certaine mesure. Mais la finalité, c'est surtout de pouvoir construire des choses dans le Web3. Carton rouge, j'arrête de dire Web3, ça me saoule d'utiliser le terme Web3. C'est le mot un peu couteau suisse qu'on utilise à toutes les choses dès qu'on veut faire référence à quelque chose qui touche de près ou de loin à la crypto, à la programmation, au token ou autre chose sordide. Et il est aussi pénible à écrire qu'à prononcer parce que tu ne sais pas si tu dois mettre un espace entre Web et 3 ou pas. Et aussi, pourquoi Node Guardians a vu le jour? À maintes reprises, dans par exemple la boîte de messagerie Twitter ou dans mes emails sur Journal du Coin à l'époque, je recevais beaucoup de messages de personnes compétentes. Ils me disent comment est-ce que je fais pour faire mes premiers, pour tout simplement trouver un job dans cet écosystème. Comment est-ce que je fais pour faire valoir mes compétences, pour faire des choses qui ont du sens? Comment je fais pour vivre de cette passion-là? Et Node Guardians se positionne un peu comme une avenue qui permet la vérification des compétences et la maîtrise de concepts avancés, puis la mise en relation de ces personnes talentueuses avec des opportunités qui peuvent, on l'espère, dans une certaine mesure, changer leur vie. Et tout ça de la manière la plus invasive possible. C'est vraiment un concept auquel on est attaché. Et donc, par exemple, sur Node Guardians, au-delà de l'aspect plateforme, c'est aussi une communauté. Si vous avez un haut niveau, ou même un niveau intermédiaire ou autre, vous pouvez être mage, haut mage, etc. Et vous avez accès à tous les événements qu'on organise, par exemple, à travers le monde. Et dans ces événements, où vous pouvez être mis en relation directe avec des personnes qui ont le pouvoir pour prendre des décisions dans des protocoles qui peut-être vous intéressent. J'essaie dans une certaine mesure d'aider notre communauté dès que j'ai un peu de temps pour peut-être démarrer leur projet ou trouver un job ou comprendre comment fonctionne une candidature pour obtenir un grant et voir si c'est aligné avec ce qu'ils souhaitent faire et tout ce genre de choses. Créer une sorte d'avenue qui permet à ces personnes-là de finalement travailler dans ce milieu-là. Donc ça répond aussi à cette doléance, à ce problème que j'ai relevé
pendant pas mal d'années. Là, je dis jeu parce que c'est surtout dans les messages Telegram, Twitter, etc. J'ai vu ça de maintes reprises. Et, euh, et ça répond aussi un peu à cette problématique. Et d'où est venue l'idée d'un chevalier, tout ce contexte médiéval, en tout cas, je suppose, de votre équipe il y a une vraie histoire. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette histoire? Est-ce que c'est ton coup de cœur? Comment est venue l'idée? Bon, alors, comme plein de gens dans l'équipe, je peux parler de mon expérience aussi. Moi, je passais trop de temps sur les jeux de rôle. Et après, mindfuck total. Vas-y, on va faire un RPG pour demander des développeurs. Et l'idée, c'est que tu complètes des quêtes qui sont des exercices de programmation plus ou moins complexes avec une histoire, comme dans le jeu de rôle classique. On casse des références sans être embarrassant, bien sûr. On ne va pas parler de Bitcoinium ou de choses trop proches de la réalité dans notre lore. Et la thèse, c'est que beaucoup de gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs ou qui sont développeurs aiment bien le monde, on va dire les environnements un peu héroïque fantasy, mais voilà, cet aspect un peu médiéval qu'on a sur la plateforme, etc. Donc, c'est quelque chose qui peut un peu améliorer l'expérience dans une certaine mesure. Après, on ne le prescrit pas tant que ça, parce qu'il y a toujours une description technique qui est ségrégée de l'histoire. Donc, vous pouvez toujours sauter la partie histoire et vous concentrer sur l'exercice de code pur. Alors après, c'est vrai, c'est un peu embêtant. Certaines variables peuvent porter le nom d'un personnage, du lore, etc. Et donc, il faut prendre un peu le contexte. Il faut se prêter au jeu. Et on envisage peut-être, d'ici la fin d'année, d'avoir une version qui ressemble à un terminal Bloomberg, noir et blanche, où il n'y a pas de dessin, etc. Et là, c'est du pur code. Pas de souci. Et si ce besoin est vous nous partagez dans les commentaires ou sur Discord, ça fera peut-être accélérer cette feature. Mais ouais, l'idée, c'était de vraiment rendre la chose plus fun en intégrant des éléments qui nous ont transportés dans notre jeunesse. Grand fan de jeux de rôle, toujours voulu créer un jeu de rôle dans une certaine mesure, être impliqué sur une sorte de jeu vidéo. Donc, comment est-ce qu'on essaye d'aligner tous les astres, tous les points pour que le produit, le projet soit réponde à un besoin fort de l'écosystème, soit à la fois ludique à concevoir et ludique pour l'utilisateur, et viable économiquement. Et donc, c'est un peu l'intersection de tous ces prédicats, tous ces besoins qui a mené à Node Guardians. Vraiment, c'est juste ça. Et voilà, moi, à titre personnel, grand fan d'Age of Empires, de Heroes of Might and Magic, de Diablo, Oblivion, Skyrim, The Witcher. La suite logique, hein. Allez, The Witcher, et c'est parti. Voilà, simplement. Et du coup, tu l'abordais un petit peu quand tu donnais l'exemple de quelqu'un qui fait un entretien d'embauche ou qui fait une embauche en tout cas, et puis qui cherche un certain niveau auprès d'un développeur. Est-ce que par la suite, pour notre Guardian, tu cibles un petit peu justement les entreprises? Oui, il y a toute une verticale, comme on dit, B2B, adressée aux entreprises que l'on va développer très activement cette fin d'année. Et il y a pas mal de choses que l'on explore. Parce que Node Guardians, c'est surtout une sorte de moteur. En gros, Node Guardians a une infrastructure qui permet d'ajouter un exercice de programmation arbitraire et d'utiliser nos différents modules pour pouvoir vérifier de façon automatisée si le code de l'apprenant ou de la personne en question satisfait certaines conditions. Et tout ça est streamliné. Il y a une pipeline qui classe les gens après, qui peut éventuellement lier différentes récompenses au succès de telle ou telle chose. Et on peut faire ça sur des exercices on-chain, des CTF, ou des exercices sur lesquels on va vérifier une logique plus avancée. Donc là, il faut écrire des tests privés pour voir si le code satisfait certaines conditions. Et là, on utilise GitHub. Mais en gros, on a toute cette pipeline. Donc, certaines entreprises veulent peut-être une sorte de Node Guardians white label pour organiser leur hackathon. Certaines entreprises veulent leur propre cursus qui traite de sujets, on va dire, très spécifiques. Voilà, il y en a qui font des librairies de cryptographie. Ils veulent un Node Guardians, mais spécifique à leur primitive, à leur concept très complexe. Il y en a qui ne veulent pas qu'il y ait marqué Node Guardians, qui veulent juste la solution technologique pour organiser leur hackathon, un if global, et qui veulent juste utiliser l'infrastructure pour atteindre leurs objectifs et gérer différents candidats, différents compétiteurs, etc. On a aussi toute une partie sur le back-end que l'on ne voit pas en étant utilisateur,
qui pourrait, par exemple, permettre de voir qui a terminé un challenge avant l'autre, qui a fait telle ou telle chose, de monitorer tout ça en temps réel. Donc, on peut aussi proposer ce genre de service et créer une sorte de bac à sable, de sandbox qui peut répondre à toutes sortes de besoins. Donc, il y a aussi ça. On peut rester anonyme. En fait, on peut faire les quêtes, rester anonyme et quand même postuler. Et après, notre Guardian fait le lien, comme tout à l'heure, avec Chain Analyst ou une autre société. Et du coup, c'est vrai qu'en fait, quelqu'un peut rester anonyme et vous faites le lien. J'ai pas compris de Chainalysis, ça m'a un peu inquiété là. Non, n'importe quelle société, pardon, une société de dev. Mais en fait, vous pouvez faire le lien avec quelqu'un qui reste anon et qui souhaite rester anon et en fait a son personnage au maximum. Et je trouve ça intéressant en fait que le personnage devienne en fait le CV. C'est fantastique. C'est un curriculum web 3. Ouh là, la carton rouge. C'est un CV, c'est un crypto CV. Voilà, hop. Il faut faire un gage à chaque fois qu'on dit Web 3. Exactement. Non, pardonnez-moi, mais ouais, il y a cette verticale qui est en train d'être développée. Et ouais, voilà. Et vous êtes combien dans l'équipe là actuellement? Enfin, à peu près. Hein, vous êtes combien à travailler sur notre 11 à plein temps. Principalement des développeurs pour le moment, mais on est 11, ouais. Et si on élargit un petit peu au-dessus de notre Guardian, c'est comment c'est une question qu'on aime bien poser sur Blockchain Addict, surtout qu'on aime bien remarquer que l'écosystème, tout le monde a des formations très différentes ou des non-formations d'ailleurs, puisque le fait d'être scolaire n'est pas forcément une qualité dans notre écosystème. Donc du coup, j'aurais aimé savoir un petit peu quel est ton parcours qui t'a amené à la crypto. Alors, je le connais un petit peu en tant que groupie. Ah, rien à voir. Hein. La fac de médecine, 3 ans, j'étais une bille, ça me plaisait pas. Je me suis dit, je vais prendre une année off et je vais faire. Voilà, j'avais découvert la crypto. Vraiment, je m'y étais intéressé à partir du Trusted Setup de Zcash. Je ne sais pas si vous connaissez cette crypto-monnaie. Ça m'avait un peu interpellé. J'avais aussi quelques amis autour de moi qui touchaient à ça. Donc là, je prends cette année off et je me dis comment est-ce que je peux m'impliquer dans cet écosystème sans nécessairement être technique. Je n'avais pas ces capacités. Donc, quels sont les moyens pour en faire une activité à plein temps? Donc, le premier réflexe que j'ai, venant de Toulouse, c'est de chercher sur Meetup quelles sont les initiatives et les événements autour de moi qui couvrent les cryptos, qui touchent de près ou de loin en crypto, et de trouver des mentors ou des personnes très qualifiées qui peuvent m'enseigner une chose ou deux sur les tenants, les aboutissants de cet écosystème, de cette technologie, etc. J'ai eu l'énorme chance de rencontrer Morgan, Benoît, etc. au Beercoin de Toulouse en 2017. Est venue la genèse ou la fusion BitConseil, Journal du Coin, hein, le début en gros de cette aventure a suivi. C'était très intéressant. Pour moi, c'était très stimulant. J'ai passé un super moment à travailler là-dessus. Et à la fin de cette année-là, j'avais ce petit benchmark, ce petit objectif. J'avais plus ou moins une situation que je trouvais assez satisfaisante pour continuer dans cette voie. Pour moi, c'était quelque chose qui avait beaucoup plus de sens, beaucoup plus engageant. Et j'ai poursuivi au fur et à mesure. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais fait les premiers HCC, 2019, 2018, 2019, 2020, et je me sentais très frustré de ne pas pouvoir m'engager dans des conversations avec une teneur un peu technique ou d'aller par exemple à des keynotes et de ne pas comprendre 90% des choses. Et en cultivant en mélangeant passion pour cette technologie-là, en cultivant un peu en rebondissant sur cette frustration répétée, j'ai tryhardé, essayé de comprendre un peu mieux ces concepts-là et j'ai réalisé que c'était surtout l'aspect technique de ces protocoles-là, leur conception, pouvoir les évaluer, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc, j'ai creusé là-dessus et j'ai surtout rencontré à répétition des gens qui étaient plus compétents que moi. Un avantage, on va dire, un peu unfair que j'avais, c'était que je pouvais rencontrer ou discuter avec plus ou moins de facilité avec des personnes qui étaient à la frontière de la science sur un sujet, les systèmes distribués, la cryptographie ou autre. Donc, j'ai pu m'éduquer de cette façon-là, mais après, j'ai fait comme tout le monde, lire des papiers, aller sur des forums,
traîner sur Twitter, d'ailleurs beaucoup trop, être sur Discord, faire ce genre de choses-là. Après, il y a aussi des missions hebdomadaires sur lesquelles je fais voilà, un petit survol de l'actualité des cryptos, etc., qui m'a permis un peu d'avoir une vue d'ensemble des différentes verticales, des différents développements que l'on a dans cet écosystème-là. Et puis voilà, donc après, j'ai aussi fait quelques expérimentations. Donc, tout ce qui est code ou déployer des nœuds, etc., je l'ai déjà fait dans ma chambre d'une façon grossière. Mais l'idée, c'est pas d'être dans l'opérationnel et de construire les choses à mon échelle. De toute façon, j'ai peut-être mis d'IQ, hein, je vais peut-être pas y arriver, on ne sait pas. Mais c'est surtout juste de pouvoir comprendre comment ça marche dans l'ensemble, vaguement, et pouvoir définir une sorte de feuille de route dans une certaine mesure, comprendre, concevoir un produit, collecter les feedbacks des différents prospects et faire des ajustements en ayant différents éléments sémantiques, différents éléments techniques dans la chose et ne pas être déstabilisé par ces derniers. Et en fait, on peut être dans la crypto sans nécessairement être technique. Il y a une idée reçue qui est que oui, il faut être développeur, sinon c'est la galère. Pas vraiment, je ne pense pas que ce soit le cas. C'est aussi possible d'y arriver. Il faut se doter d'un anglais correct, avoir un peu de courage et s'intéresser aux protocoles, les comprendre, construire une sorte de marque personnelle, un personal branding, et ne pas avoir peur de l'inconnu, aller à des conférences, se faire un réseau, c'est une des choses les plus importantes que l'on peut se construire dans cet écosystème, et persévérer, itérer, 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 jusqu'à avoir une opportunité, que ce soit dans un média, dans un projet ou autre. Mais il faut par contre être très motivé et patient. Donc voilà, je ne vais pas me revendiquer ou me positionner ici comme l'incarnation de ce succès, parce qu'il y a des gens qui ont fait bien mieux que moi. Mais ouais, c'est possible. Pendant un moment aussi, je me disais que oui, il faut être développeur, il faut être développeur, il faut être développeur. Mais je suis un peu têtu, donc je continuais, j'ai insisté. Et je pense que c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste voilà, y consacrer un peu de temps. Et puis après, la réalité, c'est qu'il y a aussi une notion de chance. C'est Dans intéressant. la vie, tout ce qu'on a, il y a aussi la chance qui a son rôle à jouer, mais on peut la créer dans une certaine mesure, mais il y a aussi la chance. Arriver early, ça peut changer certaines choses, mais tout est possible, à mon sens, même aujourd'hui, même si sur certains axes, les perspectives peuvent être un peu plus ternes, sombres. Voilà. C'est intéressant parce que lorsqu'on écoute ton parcours et avant la description de notre Guardian, c'est comme si tes équipes et toi, vous aviez créé ce dont tu aurais eu besoin quand tu as pris ton année sabbatique. Alors, Voilà. ouais, mais non. Alors, parce qu'en fait, je recommande à quelqu'un qui veut se lancer dans Solidity de plutôt faire des formations type EDX, CS50, etc., Coursera, gratuit. Donc, avoir un bon esprit logique et maîtriser des langages on va dire populaires type JavaScript et Python. Puis de passer sur des trucs comme Crypto Zombie ou des bootcamps pour avoir les bases et aller sur nos Guardians. Nos Guardians ne se positionnent pas au début voilà, au début du funnel d'apprentissage, pas du tout. C'est plutôt à l'étape intermédiaire, voire avancée, pour s'amuser et surtout pour faire valoir ses compétences. Donc, c'est un détail qui est important et qui rejoint ce que j'avais introduit précédemment. On veut être market fit et on veut que le truc soit pérenne, tout en restant un public good d'un point de vue utilisateur. On veut faire quelque chose qui est demandé par les fondations et qui est apprécié, sur lequel on peut être rémunéré décemment. Et l'arbitrage qu'on fait ici, c'est que c'est pas facile de faire des contenus au niveau intermédiaire à senior. Donc nous, on se positionne avec notre propre expertise dans une certaine mesure pour concevoir ces contenus avec notre propre recette et répondre à ce besoin fort que l'on a observé sur les dernières années. C'est surtout cette volonté-là et pas faire la même chose que d'autres opérateurs sur le marché. Je dis pas que c'est mal, mais on voulait vraiment avoir un impact maximal et notre lecture, c'est qu'il fallait faire ça. Et puis c'est un besoin qui, je pense, est réel et que je demande également de mon côté sur le JDC, qui est d'essayer d'être plus tech, parce qu'il y a la demande du côté des gens qui souhaitent apprendre et s'éduquer. Ou en tout cas, essayer. Moi, j'avais vu que rien que pour réclamer le airdrop d'Arbitrum,
pour le claim, normalement, sur un bouton, ça ne marchait pas. Et du coup, il fallait aller sur le smart contract, faire toute une opération. Et c'est vrai qu'en fait, pour s'intéresser quand il y a une petite carotte au bout, c'est vrai que c'est plus intéressant. Et je trouve que voilà, l'humain, pour s'intéresser, faut lui dire, tiens, tu vas faire évoluer ton avatar ou tu vas avoir quelques jetons. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de le voir. Pas forcément, ça, je suis pas forcément. Alors après, le but, c'est pas de rentrer dans le débat, mais tu as des gens passionnés qui, au contraire, comme disait Sam, ils vont préférer juste le texte de code et juste la difficulté. Ils vont pas un vouloir. pay to earn, hein. C'est pas un learn to earn ou play to earn. On ne donne pas d'argent à un solver, une personne qui va compléter une quête. On donne des objets liés à l'identité de l'utilisateur qui n'ont pas de valeur marchande. C'est plus cosmétique. Là, c'est plus une question de vanité qui est un péché que l'on apprécie dans une. En fait, de la reconnaissance de capacité. Une autre chose qui nous a fortement inspiré, c'est l'onglet communauté dans Steam de Valve qui a été introduit en 2011 ou 2013, où tout d'un coup, on pouvait voilà, avoir un mur, écrire, partager ses captures d'écran de jeux vidéo et obtenir des fameux badges ou des cartes de collection qui montrent son degré d'implication, qui prouvent le degré d'implication du joueur dans un jeu vidéo, jusqu'à où il est allé dans le jeu, combien de temps il a passé sur le jeu, etc. Des objets qui n'ont aucune valeur intrinsèque, hein, des objets numériques sans valeur intrinsèque, mais que les gens s'arrachent et mettent en avant sur leur profil. Moi y compris, hein, pas de souci. Hein. Je dis, vanité, c'est super important. Et c'est juste un net plus sur une expérience d'apprentissage. Si en plus on peut avoir une armure méga cool qui montre qu'on est dans le top 1% pour résoudre ce problème-là, eh ben, ça mène à un comportement qui est intéressant parce que il y a des gens qui se tapent des campagnes avec de l'assembly sur Node Guardians, juste parce qu'il leur manque un équipement sur leur set d'armure, il leur manque les bottes qui ont le même thème, il leur manque voilà, matériaux pour construire telle ou telle chose. Et donc, ouais, ils apprennent des choses qu'ils n'avaient pas prévues d'apprendre, juste parce qu'il leur faut ce dernier truc. Et il n'y a pas d'incitation économique ici. Le but, c'est de garder la chose pure. Et une autre lecture qu'on a, c'est que si tu veux faire une communauté et une plateforme pour des utilisateurs sophistiqués ou intermédiaires avancés, ces gens qui sont très soucieux de leur confidentialité et qui n'aiment pas trop qu'on leur mette la carotte au nez, même si les bounties, ça marche en hackathon, il ne faut pas non plus frapper un chat un chat. Il faut vraiment que la plateforme renvoie le meilleur signal et c'est ce qu'on s'efforce de faire sur tous les axes, sur tous les aspects au possible. Donc voilà, le but c'est de maintenir la chose ainsi et créer un bon forum, un bon point de rencontre entre des gens qui partagent la même passion, qui veulent vraiment passer au niveau supérieur en programmation, mais le tout sans obligation, sans prise de tête et avec le plus de transparence possible. Voilà. Et ceux qui souhaitent du coup déléguer une partie de leurs jetons sur les différents écosystèmes que vous soutenez, du coup, par rapport à la gouvernance, comment c'est vu chez Node Guardian? Est-ce qu'il y a une personne J'ai vu que c'est limite un temps plein parfois sur chaque écosystème. Comment vous les étudiez? Comment vous en parlez en interne? Est-ce que vous votez à chaque fois? Ah, mais ça passe dans le grand bureau du secrétaire général. C'est-à-dire... non, l'idée. Bon, dans le cas de Cosmos, c'est là où il y a le plus de, comme on aime bien dire en anglais, heat, hein, c'est là où ça chauffe le plus. Bon, on se concerte en interne avec la team DevOps, moi et d'autres personnes de la boîte, hein, si elles veulent prendre partie à la discussion, il n'y a pas de souci, le channel est transparent en interne, et on pose l'énoncé, le problème. Et après, on se concerte, on voit si on est aligné sur oui, non, non, oui, veto, s'abstenir, etc. Et on prend une décision. Et on essaie aussi de prendre en considération, dans une certaine mesure, le sentiment de la communauté, mais en toute franchise, on essaie surtout de voter dans le bon intérêt du protocole avant toute chose. Si les délégateurs ne sont pas satisfaits de la décision, ils ont toujours la possibilité de écraser leur vote avec leurs propres jetons tout en restant délégateurs chez nous. Mais nous, ce qu'on va surtout essayer de faire, c'est de voter dans l'intérêt du protocole, quitte à se faire des ennemis, parce qu'il y a beaucoup de conflits d'intérêts, de népotisme, de relations à maintenir. Nous, on va essayer, ou du moins, historiquement, on n'a pas eu de mal à voter non alors que la majorité vote oui. Et on essaye de donner le rationnel, l'explication derrière ce vote sur des décisions qui sont quand même d'ordre critique. La dernière en date sur laquelle on a communiqué, c'est notre non sur Neutron. Je pense qu'on était les seuls.
parce qu'on n'a pas eu de soucis à titre personnel. Hein. Nous, Node Guardians, on n'a pas nécessairement eu de problème technique pour faire lancer le truc. On était là aux répétitions, on n'a pas eu de problème. Mais on juge que, par exemple, la documentation et la communication autour des incidents d'arrêt de la chaîne pendant les phases de test étaient, on va dire, faibles, insuffisants, et qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir un premier lancement de l'ICS, une première chaîne consommatrice de la sécurité du hub, qui plante quelques semaines après. Ça renverrait vraiment un signal mauvais, de mauvaises headlines autour de l'écosystème de l'Atom Economic Zone. Et donc, juste pour signaler le fait qu'on n'est pas d'accord et qu'on veut de meilleurs standards pour Neutron. Et par contre, je veux dire, Neutron, c'est un super projet. On aurait préféré, par exemple, qu'il y ait plus de temps avant la mise en production de ce système-là. Donc, on n'a pas de problème à voter non sur des trucs comme Atom 2, mais on reste aussi ouvert au débat. C'est pour ça qu'on fait les streams tous les 3 mois ou 2 mois qui traitent un peu de Cosmos, de sa gouvernance en français. Et on engage aussi des discussions sur le Discord en anglais avec toute personne qui souhaite discuter avec nous, etc. On est sur les forums de gouvernance aussi très, très, très actifs, sur les télégrammes de gouvernance. Donc, on lurque, on écrit des trucs, on participe à ces réflexions-là. Donc, on prend vraiment ça à cœur. On essaye de représenter dans une certaine mesure, mais le endgame, c'est surtout de voter dans l'intérêt du protocole à travers notre propre prisme. Et si jamais il y a conflit là-dessus, il ne faut pas hésiter à override son vote. Mais ce qu'on apprécie le plus, c'est si les gens choisissent de déléguer chez nous, du fond du cœur, je les remercie. Personne n'est forcé, c'est évident d'en faire ainsi. Mais voilà un peu notre politique. Concertation en interne. Voilà, définition. On essaie de prendre la décision en mettant de côté même les chiffres. S'il y a 80% versus 20% ou autre, on essaie vraiment de prendre les éléments à notre disposition, les données, et de prendre une décision qui est la plus indépendante de tout facteur pouvant l'influencer. J'avais remarqué, comme tu évoquais Neutron, je crois qu'ils ont eu, finalement, le lancement s'est bien passé. Ils ont eu quelques heures de retard. C'était suite à des validateurs qui n'avaient pas fait, je crois, une mise à jour. Mais du coup, le problème sera réglé. Et je voulais savoir, il y a des gros acteurs, tu avais évoqué lors d'un live, qui ne votent pas. Et tu ne sais pas s'ils ont un cadre juridique supérieur et on leur conseille de ne pas voter, en tout cas si ça passe en security. Et du coup, je trouvais ça intéressant comme remarque. Et est-ce que tu as développé ton idée? En tout cas, ça fait longtemps que tu avais évoqué ça. Est-ce que ça a mûri l'idée des gros validateurs, je crois comme Coinbase ou autres, qui ne votent pas? Polychain, Coinbase, les exchanges en règle générale, ou les boîtes un peu plus... les fonds d'investissement ne votent pas. Alors, je pense que ils consultent un peu, peut-être une source, pas une source similaire, mais ils consultent, ils ont des consultations légales pour trancher sur une implication dans la gouvernance ou non. Visiblement, il y a un consensus, ou du moins la majorité de ces derniers ne s'engagent pas sur celle-ci. Je pense que c'est aussi une volonté de se protéger. De se protéger au maximum de soucis d'ego ou autre. Je ne suis pas expert sur toutes ces problématiques-là. À vrai dire, j'en ai une allergie forte. Je préfère déléguer ça à des gens plus compétents que moi. Mais pour le coup, nous, on s'est engagé, on est skin in the game et on veut avoir un impact à notre échelle sur l'avenir des protocoles que l'on choisit de supporter sur Node Guardians. Parce que au-delà du fait de faire tourner des validateurs, on essaye de choisir des protocoles pour lesquels on a au moins un biais optimiste que l'on trouve intéressant sur le plan de la technologie, qui ont une mission qui, à notre sens, est intéressante. C'est quelque chose qui est important pour nous, donc on essaye aussi d'être aligné et qui va... Pour qu'un acteur dans la gouvernance d'un système soit pas crédible, mais le plus intéressé de la bonne façon dans le succès du système en question et dans sa neutralité, je pense qu'il est aussi important d'avoir un minimum de passion pour la chose. Donc nous, notre but, c'est vraiment de maîtriser le moins de protocoles possible ou d'aller très, très lentement sur l'intégration de nouveaux protocoles, de bien les comprendre techniquement, de comprendre le jeu politique derrière, la distribution, l'agenda, etc. Et pouvoir être dans la meilleure posture pour voter. Et ne pas trop se disperser sur plein de protocoles. Même s'il y a des opérateurs qui le font très bien, Imperator, Stakelab, etc., nous, on essaie plutôt d'en faire le moins possible et d'avoir le plus de contrôle, un meilleur jugement, ou du moins c'est notre approche pour faire la chose. On ne prétend pas être les meilleurs, mais c'est comme ça qu'on fait.
Et par rapport, tiens, hier, j'évoquais avec Noé de White Loop Capital, je suis en désaccord avec le déblocage des jetons systématiques par rapport à une date de roadmap sans que le travail soit finalisé ou effectué et qu'il y ait du retard, mais le déblocage des jetons se fait quand même. Je trouve que c'est illogique. Et qu'est-ce que tu en penses à chaque fois de ce déblocage fait enfin, dès le début du projet, mais après que les réalisations ne suivent pas? Alors, les projets qui lancent un jeton, déblocage du jeton, on parle de ça? Oui, tout à fait. Tu sais, que enfin, qu'il y ait une partie redonnée à la team, enfin, tu vois, qu'il y ait des Bon, déblocages. franchement, Team Day One, TGE, Team débloqué, c'est voir un drapeau rouge, hein, comme on dit, hein. Ça, je savais pas que ça se faisait. En 2018, c'était quelque chose, ça se faisait, mais en 2019-2020, c'était déjà un problème. Alors, pendant le boom des ICO, il y en avait des projets qui faisaient ça. Je ne savais pas que il existait encore, il y a encore des projets, enfin, s'il y a encore C'est des projets qui font ça, je suis c'est surpris. toujours les mêmes projets, en fait, hein, qui débloquent toujours, mais les gens ne voient pas forcément Ah, les dates. Et c'est sur aujourd'hui, ça. moi, je pense que euh, Par exemple, Axie Infinity, comme tu vois, l'AXS est encore, il y a encore des Il déblocages qui existe se font. encore. Et il existe encore, tiens. Et du coup, enfin, il devait y avoir plein de jeux, par exemple. Et puis, on arrose encore de jetons comme ça qui sortent de nulle part, qui sont créés, sans que le jeu soit vraiment opérationnel. Ils avaient dit pas mal de choses. Il y a beaucoup de projets comme ça et je me pose la question, enfin, on devrait débloquer si vraiment la partie sur la roadmap est réalisée. Et du coup, mais je voulais juste avoir ton avis dessus. En tout cas, les tokenomics des projets, je trouve pas encore de tokenomics vraiment intéressantes sur les quelques projets qui se sont lancés l'année dernière. Vitalik avait dit dans un de ses tweets en 2022 que si on parle de tokenomics, ou si quelqu'un du projet parle de bonne tokenomics, ou utilise le terme tokenomics, c'est un drapeau rouge. Mais je pense qu'en fait, il faut livrer le projet, il faut que le jeton ait un certain sens, contribue à la décentralisation, soit nécessaire à la décentralisation du système et à le rendre résistant à la censure, plus inclusif. Bon, d'accord, très bien. Après, il y a un agenda de déblocage des jetons. Euh, les projets doivent se financer, se mettre d'accord avec les investisseurs sur cet agenda de déblocage. Et après, il faut l'honorer. Après, le projet peut délivrer, être en retard, etc. Et ça fait partie du cycle de vie d'un projet. Il y a beaucoup d'aléas, des événements aléatoires qui font que certaines choses sont plus difficiles à réaliser qu'escompter. Bon, pas de souci, ça arrive. Après, je pense que un founder, du moins, devrait pas vendre de jetons, sauf si son projet a vraiment réussi dans sa mission, qu'il y a des métriques raisonnables. Voilà, je pense que si la mission, si les objectifs ont été atteints et que le produit atteint, le système atteint une masse critique, une taille critique, j'y vois pas de mal, mais je pense que c'est quand même quelque chose. Avant de vendre, il faut atteindre cet objectif-là. Ça me semble un peu débile ce que je dis, mais oui, après, pour la team, on ne peut pas leur en vouloir, hein. Il faut aussi des incitations économiques pour que le talent reste sur tel ou tel radeau, ouais, pas de problème. Après, il y a besoin de liquidité dans l'immédiat. Quand on lance un protocole avec un jeton ou autre, c'est vrai que l'idée, le fait voilà, qu'un potentiel airdrop pourrait arriver, si l'idée d'un airdrop plane, c'est un avantage. C'est un avantage fort par rapport à un projet qui n'a pas, voilà, qui a clairement nié le fait qu'il y aura un jeton dans le futur. C'est devenu une sorte d'outil marketing très puissant, même si ça ne bénéficie pas toujours au succès du protocole sur le long terme. Ça peut avoir de mauvaises implications. Donc, c'est un outil de marketing et c'est surtout un outil aussi pour rémunérer des contributeurs. Et quand on essaye de faire un L1 ou un L2, on utilise ce jeton pour onboarder du talent ou pour accélérer le développement de l'infrastructure d'un truc X, Y ou Z. J'aime bien faire l'analogie avec un pays. Tu as un pays avec très peu d'infrastructures, pas d'assainissement, pas d'autoroutes, pas de voies ferrées, pas d'hôpitaux. Et voilà, tu dois travailler cette terre vide le plus rapidement possible. Le problème, c'est que tu as des ressources qui sont limitées et tu veux avoir des gens de talent, des ingénieurs du monde entier qui viennent construire l'infrastructure de demain pour que, à la fin, ton pays, ton espace économique devienne attrayant pour que d'autres projets choisissent de construire dessus au lieu d'un. Parce que Ethereum, ce qu'on vient chercher en construisant sur Ethereum, même si on paye c'est cette sécurité, c'est cette crédibilité,
et c'est le fait de pouvoir composer avec d'autres protocoles, avec beaucoup de liquidité, une bonne réputation, etc. Et accéder facilement à une large audience d'utilisateurs parce que tout le monde a MetaMask avec Ethereum configuré dessus par défaut. OK. Il faut réussir à créer quelque chose d'attrayant pour les prospects, pour les développeurs, pour les utilisateurs. Donc là, le main motive, c'est faire une expérience moins chère, avoir des coûts moins chers parce que l'espace, le loyer est moins cher sur un L2, il n'y a pas de souci. Donc ça a des implications sur l'expérience utilisateur. Il y a après la possibilité de construire des applications qui sont plus complexes, avec une finalité par exemple plus courte, avec différents... Donc voilà, on peut essayer de jouer sur cet aspect-là. Et puis après, il y a les incitations économiques. Donc c'est un peu les équivalents de la BPI, tout ça. Il y a toujours une fondation qui peut distribuer des grants pour motiver tel ou tel développement. Et donc, c'est aussi nécessaire dans une certaine mesure. Et donc, il y a parfois une partie des jetons qui sont débloqués très rapidement pour pouvoir justement compenser du talent. Alors, parfois, ça se passe très mal, ça ne délivre pas ou les choix sont mal faits. Mais aussi, dans certaines mesures, ça peut aussi très bien se passer. Et là, on est content, on est content dans ce cas-là. Donc, Oui, bon dire que moi, sur l'innovation, comme tu as dit, les crypto-monnaies, avant avec Ethereum, on le laissait sur un échange, mais on ne pouvait pas en faire grand-chose. Puis on pouvait les mettre sur Ethereum, mais les jours où il y a eu en fait un hackathon, et je crois que c'est quatre messieurs qui ont créé Uniswap, du coup, hop, là, je me suis dit, mais en fait, c'est magique. Maintenant, on peut faire un swap, essayer. Et là, j'ai dit, c'est super. Après, il y a l'emprunt, emprunter des sous à AV. Et après, moi, maintenant, je trouve qu'il n'y a rien d'épatant depuis. Je trouve que ça stagne. Après, on cherche toujours des frais moins chers, les layers et tout, mais je trouve que dans la blockchain, là, en innovation, je trouve qu'il y a un ralentissement et je vois le côté application, mais concrètement, il n'y a rien qui m'a fait waouh, comme tu disais sur le chat GPT, où l'expérience c'est utile et c'est agréable la première fois qu'on y va, donc c'est le plus important pour l'utilisateur, en tout cas pour qu'il revienne. Et là, depuis, swapper, ok, c'est intéressant avec les crypto-monnaies. Emprunter et tout, on reste sur de la finance, c'est pratique. Après, je trouve que la blockchain, oui, mais je m'éclate moins. Moi, depuis un an, je trouve qu'il y a un ralentissement sur la tech, en tout cas, de mon côté, de mon point de vue. Je trouve que je m'éclate moins en tant qu'utilisateur à trouver des choses utiles, en tout cas. Le par rapport marché à... aussi. Et il y a le marché aussi. Mais je suis un peu, je vois beaucoup moins d'innovation. Après, je vois des gros écosystèmes comme Mantle ou des choses comme ça où je m'y intéresse de plus en plus. Mais voilà, après, tous les écosystèmes se ressemblent un petit peu. Enfin, c'est différent, mais ça se ressent quand même. Et maintenant, il y a des L2 à foison, alors qu'avant, il y en avait vraiment beaucoup moins. Et du coup, maintenant, quand on va sur Dex Screen, la liste est énorme. Et du coup, on va sur lequel, pourquoi. Et je trouve que c'est moins enrichissant et je sais pas, je m'ennuie un petit peu plus dans la blockchain en ce moment entraînant. Je sais pas si tu es épaté par les innovations. Quelles innovations remarques-tu qui t'intéressent dans les crypto-monnaies en ce moment, là, depuis un an? Les Zero Knowledge Proof, les validités, c'est le truc qui me botte le plus en ce moment, tout simplement. Parce Pareil. qu'on arrive, on en a enfin au endgame de ce qui pourrait nous offrir des systèmes pour échanger des informations et de la valeur, résistant à la censure dans une certaine mesure et avec de l'anonymat. Je pense que là, on commence à toucher à quelque chose de très sérieux. Après, l'application qui a le plus fonctionné, bon, il y a la partie réserve de valeur, ça dépend comment on le voit, et les rémittances, pouvoir envoyer de l'argent. C'est très agréable d'envoyer de l'USDT d'un point A à un point B, et après de pouvoir utiliser cette USDT comme collatéral et interagir avec tel ou tel protocole avec le moins de friction possible. Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas bancarisées qui peuvent accéder parfois avec plus de facilité aux crypto-monnaies. Ça bénéficie beaucoup aux personnes qui évoluent dans des milieux où l'inflation est forte, où la confiance dans les institutions, l'État est extrêmement faible. Et je pense que l'idée, c'est pas que les cryptos remplacent le système existant, mais poussent ce dernier à avoir des standards, des niveaux de transparence plus importants, des expériences meilleures. Et d'avoir cette alternative qui demeure, qui existe et qui soit la plus résistante à la censure pardon, et la plus, on va dire, performante.
ce qui est intéressant avec les preuves de validité, c'est qu'on peut vraiment prendre n'importe quel. En fait, on a besoin d'une blockchain pour avoir un historique, pour maintenir un historique crédible des événements qui se sont produits voilà, quelque part entre telle ou telle application, etc. Et cette blockchain est sécurisée par, voilà, il y a une sécurité économique qui vient avec cette dernière. OK. Le truc intéressant, c'est qu'avec les preuves de validité, en partant du postulat que la cryptographie qui rend la génération de ces preuves possible est sound, bonne, les preuves de validité, on n'a pas vraiment de besoin de décentralisation, parce que peu importe où on la vérifie, si la preuve est bonne, elle va être vérifiée par le verifier. Et si le verifier existe sur Ethereum ou sur n'importe quelle autre blockchain, que le verifier est bon, on peut faire confiance en fait à la preuve, même si elle est générée chez AWS ou dans un truc centralisé. Après, le problème, c'est qu'AWS peut couper le courant si ils n'aiment pas trop la nature de notre projet. Et c'est là où on a besoin d'une blockchain, parce qu'on veut en gros que le process de génération de preuves soit aussi résistant à la censure. Et c'est là où on a l'intersection intéressante entre ces deux technologies. Et je pense que ces deux verticales-là, registre distribué, enfin blockchain et preuve de validité, bah, c'est un peu le toolkit de l'humain souverain de demain. Du moins, ce qui nous en reste, ça va nous permettre de créer des systèmes qui nous permettent d'échanger. Voilà, on va pouvoir échanger de la valeur, construire toutes sortes de logiques de business et choisir si on veut révéler tel ou tel élément. On va pouvoir stocker de la valeur sur tel ou tel système avec des garanties de sécurité de plus en plus crédibles. Et on va aussi pouvoir reconstruire certaines choses sur un socle qui va être décentralisé. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être une place de marché, ça peut être un jeu vidéo. On peut réimaginer toutes sortes d'infrastructures, d'applications avec un niveau de crédibilité qui est plus important. Je vais le formuler comme ça. Ça, pour moi, c'est assez excitant. Et de toute façon, l'adoption ne se fait pas de façon linéaire, hein, c'est par palier. On n'est pas en train de balbutier, de stagner, ça ne se passe pas très bien. Mais il y a toujours un événement, un point de rupture, hein, un baptême de Clovis, un truc qui fait qu'on entre dans une nouvelle ère et que les gens réalisent qu'ils ont besoin de telle ou telle solution ou une killer app. Ce sera peut-être les L3 qui amèneront ça et qui nous permettent de passer dans un nouveau cycle ou d'avoir de nouveaux niveaux d'adoption. J'aime pas dire le prochain milliard d'utilisateurs, j'insiste là-dessus, mais je pense que c'est pour moi la perspective la plus intéressante, la plus excitante. Il y a des blockchains, il n'y en a pas beaucoup qui sont crédibles, hein, il y en a peut-être 2. Et après, il y a des choses qui se construisent, des sortes de nexus qui vont graviter autour de Bitcoin et d'Ethereum et qui vont consommer la sécurité du layer en question. Après, il y a Solana, Sui, Aptos, plein de trucs intéressants en parallèle, Cosmos. Mais voilà, grâce à ces preuves de validité, bah, ce n'est pas très grave qu'elles soient générées sur un réseau un peu moins crédible. Tant qu'on les vérifie sur Ethereum, qu'on utilise un socle qui est crédible, bah, ça passe. Et je trouve ça hyper intéressant. On peut s'en servir pas seulement pour l'anonymat, mais pour aussi pour voler toutes ces données, en fait. Pour compresser des transactions, etc. C'est très intéressant. Donc, ouais, et au-delà du monde hein, de la blockchain, etc., ça fait beaucoup d'etc. Il y a une analogie que j'avais partagée sur Grand Angle il y a quelques semaines où on peut réécrire, on peut en gros utiliser les preuves de validité pour s'assurer que tel ou tel programme ou telle infrastructure fonctionne de la bonne façon et sécuriser, voilà, prouver en gros l'exécution d'un modèle, l'inférence d'un modèle de machine learning pour être sûr que nos données sont par exemple exploitées de la bonne façon, on va dire les choses comme ça. On peut vraiment tendre vers un monde plus vertueux avec des standards de transparence supérieurs et ça, bah, c'est énorme. Pouvoir prouver l'intégrité des calculs, c'est énorme. Et je pense que sans blockchain, sans crypto, il n'y aurait pas eu assez de financement ou de curiosité dans la mise en pratique de ces concepts mathématiques qui remontent aux années 80 pour aujourd'hui avoir des solutions accessibles et exploitables par le commun des mortels. Ça, c'est intéressant. Et le fait que la blockchain vienne compléter ce système-là pour lui donner un niveau d'accessibilité et de résistance, on va dire, exceptionnel, bah, c'est cool parce que dans 10 ans, il n'y aura peut-être plus de monnaie physique, de cash. Il y aura sûrement une meilleure vélocité des échanges. Ce sera pas mal en expérience utilisateur dans une certaine mesure, mais voilà.
beaucoup d'aspects de nos vies seront surveillés, voire même contrôlés, guidés. On va peut-être pouvoir guider la consommation des gens vers tel ou tel secteur et peut-être moins inciter certains à aller acheter telle ou telle chose. Moi, je le vois venir grand comme ça. On dira que ça n'arrivera jamais. Il y aura pas... Moi, je pense que c'est le cas. Je suis méfiant par défaut sur cet aspect-là. Et tous ces outils qui nous permettent de nous prémunir contre le capitalisme de surveillance et toutes ces conneries qui vont se généraliser à mesure que l'on avance dans le temps, ben, je prends. Voilà. Et donc, du coup, tu n'as pas scanné ton iris, du coup. WorldCoin, en fait, c'est même pas l'histoire de scanner l'iris. En fait, WorldCoin, c'est tellement un nom de merde. Déjà, oui. Rien que le branding et... Non, c'est vraiment WorldCoin. C'est creepy, je peux pas. Alors pourtant, il y a de la superbe tech derrière, hein, Sémaphore, etc. Ils ont audité leur circuit, c'est pas non plus des zinzins derrière. Et je pense que quand vous allez à l'aéroport et que vous passez par les différentes vérifications biométriques, empreintes, ce scanner du visage, etc. C'est sûrement stocké dans une BD pétée à Rungis ou je sais pas où. Et ok, c'est numérisé, c'est crypté, mais on ne sait pas comment c'est fait. Et peut-être que tous les 3 du mois, la base de données elle est compromise. Et, pareil, on fait du Face ID avec son téléphone. On fait ça depuis longtemps et ça choque moins. WorldCoin, c'est sûrement la même chose, sauf que le set d'identité numérisée peut être consulté par des gouvernements, par des entreprises, etc. Mais est-ce que c'est si chaotique que ça dans une certaine mesure? Moi, par défaut, ça ne m'intéresse pas de le faire pour prouver mon humanité. Je m'en fous. Et c'est juste mon avis, c'est pas important. Ça me plaît pas. C'est pas un truc qui m'intéresse, mais je pense qu'après, c'est un peu surfait, hein, les tacles sur WorldCoin, etc. C'est basé sur le consentement. Je pense pas que ce soit moins sûr que pas mal de choses, mais il y a toujours le risque, et ça s'applique pas qu'à WorldCoin, mais à tout ce qui touche de près ou de loin aux ZK ou aux preuves d'inclusion ou autres, plutôt pour les ZK, que les primitives cryptographiques utilisées finissent par être compromises en fait à T plus 4-5 ans. Parce que c'est tout nouveau, hein. C'est qu'aujourd'hui c'est en production et rien ne peut on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 5-6 ans. Je crois que récemment, là, ils ont trouvé une faille sur les processeurs Intel qui permet, si tu fais du multitasking, à un programme de lire le registre, d'avoir accès en gros à ce que fait un autre programme en fait sur l'ordinateur. Donc si un programme compromis tourne sur le système en question, il peut accéder en gros à tout ce dont les autres programmes en fait ça compromet en gros la sécurité de l'utilisateur. Et donc là, ils sont en train de faire un hotfix pour patcher cette vulnérabilité qui est critique, elle est énorme. Et ça réduit les performances de 20-30%. Après, ça va être amélioré au fur et à mesure du temps. Mais même dans les systèmes les plus populaires, mainstream, processeurs Intel, ils en vendent des dizaines de millions par mois, je pense, eh ben, il y a des failles. Il y a les failles SGX, Secret Network, on appelle les poids cassés. Alors, les Zero Knowledge, c'est basé sur des mathématiques, des concepts éprouvés depuis longtemps, mais on ne sait jamais comment leur implémentation peut être défectueuse à un certain point. Et donc, je pense que la vraie garantie de sécurité, c'est le temps plus la valeur sécurisée par ce système-là. Donc, je pense qu'il faut peut-être attendre 3 à 4 ans avant de ZK-fy toute sa vie et de mettre tous les œufs dans le même panier. Je pense qu'il va quand même falloir attendre aussi élégant. La technologie est très élégante, etc. Hein, aussi élégante qu'elle puisse être. Je pense qu'il faut tout de même être prudent et demeurer sceptique vis-à-vis de tout. Mais les perspectives sont très excitantes et je ne pensais pas qu'on allait avoir cet élan de développement, vraiment de la general computation, dont on peut vérifier l'intégrité avec, aujourd'hui. C'est ouf. Ouais. Comment as-tu appréhendé l'année 2023 compte tenu de comment s'est passée l'année 2022, le bear market, etc., pour reprendre le terme, etc. Comment tu l'as appréhendé et puis comment ça s'est passé, puisque comme tout le monde, je suppose que c'est le bear market, quoi. Il y a des hauts, des bas. Comment je l'ai appréhendé? Alors,
Tu peux, tu peux passer la question si elle ne te plaît pas. Non, pas de souci, bah, je me prête au jeu. Je pense qu'on méritait un bear market. Il y a eu certains excès et certains moments sur lesquels je me disais, mais allez, when bear market, là, c'est beaucoup trop ETC à 200 $, ça va plus. Donc, je me suis dit, bon, faut peut-être que je short dans une certaine mesure et que je garde certains actifs sur lesquels j'ai. En gros, on a tous un peu fait ses propres trades et consorts et on a tous vu venir le bear market. Après, il y a eu les grands défauts des boîtes noires que sont les Celsius, les plateformes de prêt, Vold, etc., Voyager, qui nous ont un peu. Ils ont un peu mis dans le fond et qui ont donné du pain béni aux régulateurs pour savater cet écosystème et accélérer la mise en place de frameworks de régulation, qui sont de bonnes choses dans une certaine mesure et exécrables. Tout dépend le prisme à travers lequel on regarde la chose. Bon. Ah, ouais. Ok, cool. Maintenant, on a ça. Après, je ne veux pas vous mentir, j'étais très occupé juste avec le boulot et je voulais maintenir le moins de trades actifs à risque avec une volatilité probable forte pour minimiser les distractions par rapport à pour moi, la chose qui me motive le plus et le projet sur lequel je suis on va dire, le plus bullish et qui est le plus amusant pour moi, c'est juste ce que je fais. Donc, j'essaie juste de me créer un environnement qui me permet d'allouer un maximum de bandes passantes à cette mission-là. Node Guardians, tryhard, on avait un produit à lancer, on a réussi à le faire fin 2022. Et après, il a fallu corriger certaines choses, l'améliorer et, et continuer d'évoluer dans cette direction-là. Je préfère juste me consacrer à ça et me reconcentrer vers les actifs qui ont un niveau de risque, on va dire, plutôt faible. Donc, pas les blue chips, mais bon, Bitcoin, Ethereum, c'est la base et quelques autres trucs. Après, j'investis toujours sur des founders ou des technologies qui me semblent intéressantes et j'essaie de voir comment je peux les supporter dans une certaine mesure avec ce que j'ai construit. Mais ce n'est pas quelque chose qui me prend 10% de mon temps ou autre, c'est quelque chose qui vient comme ça. Mais l'idée, c'est surtout de me dégager un maximum de temps et de bande passante. De toute façon, je n'ai jamais été un bon trader, je ne trade pas activement. Bear market, j'ai vu venir et j'essaie surtout de continuer de construire avec les assumptions. Faut que j'arrête avec les optimismes. Je construis sur un scénario très pessimiste. Comme ça, si les choses ne se. Voilà. Si les événements ne suivent pas ce scénario pessimiste, je ne peux. Voilà. Que de bonnes surprises. Donc, j'essaie. Voilà. J'ai une lecture doomer. Et ça m'arrange que ça ne se passe pas comme je l'escompte. Pas de souci. Et le point principal, et ce qui me motive le plus, ce qui m'intéresse le plus ces temps-ci, c'est juste travailler un peu sur nos Guardians et avoir le meilleur environnement pour faire ainsi. Et voilà, pessimiste par défaut. Alors, la thèse, c'est qu'à partir du halving, on aura de nouveau, ça va se passer comme en 2012, 2016, 2020. Ça m'arrange aussi, pourquoi pas. Je pense que c'est quand même un truc qui est un peu trop joué et peut-être qu'on aura quelques surprises parce que la dynamique, la physique, les taux d'intérêt, il y a pas mal de choses qui font que on peut avoir une alchimie différente cette fois-ci. Ouais, puis comme par hasard, pardon, je te coupe là-dessus, mais comme par hasard, il y a des insiders institutionnels qui commencent à dire que l'ETF Bitcoin sera accepté au moment du halving ou juste avant. Enfin, ça commence vraiment à être très, très téléphoné, en effet. J'ai pas, j'essaie aussi de suivre un peu moins ou avec plus de distance l'actualité et d'être vraiment dans mon tunnel. Je reste convaincu que pour moi, c'est une technologie qui a du sens et qui répond à un besoin fondamental de l'homme souverain, hein, comme on l'avait introduit juste précédemment. Et ça me botte de travailler là-dessus, vraiment. Donc voilà, mais j'y vois une perspective de quoi. Je pense que ça va marcher. Mais j'essaye de me décorréler au maximum des hauts, des bas, des variations. Mais je garde toujours un œil sur le marché, les différentes évolutions technologiques. Mais j'essaie juste d'enlever la notion d'espoir ou d'attente sur une année donnée ou un mois donné de résultats ou quoi que ce soit, et de plutôt de me concentrer sur des éléments que je contrôle un peu plus, comme la boîte. Puis c'est tout. Après, j'ai eu la chance. Après, ça fait un petit moment que je suis en toute franchise que je suis dans ce milieu-là. Ça me permet aussi d'avoir cette position-là dans une certaine mesure. J'investis dans la crypto depuis un petit moment, je me suis ramassé les dents plusieurs fois, mais j'ai aussi pu anticiper ce scénario. Bear market, ça arrive, hein, l'histoire se répète.
Et j'ai essayé de faire cette anticipation, de construire les choses en partant du postulat que le bear market peut durer longtemps, mais qu'il faut absolument que, vous avez compris le point, ouais. Ça arrive, c'est dommage. J'espère qu'on aura de meilleurs jours. Je pense que ce sera le cas. Mais voilà, le moins de distractions possible. C'est comme ça que j'ai construit un peu, j'ai appréhendé 2023 et mais les décisions ont suivi, ont été alignées sur ce modèle-là, sur cette finalité-là. Stay focus. Et stay focus, c'est surtout, en fait, stay focus, c'est prendre soin de moi. Je vous le dis du fond du cœur, j'ai travaillé comme un con pendant 7 ans. Moi, c'est qu'à 4 heures du mat, pas prendre de jours off. Et puis l'efficacité au travail, c'est quelque chose de soulinéaire. Hein. Ça marche pas comme ça. Je fais n'importe quoi pendant longtemps. J'ai perdu mes cheveux à 23 ans. Puis au bout d'un moment, j'ai eu un eureka et ça sert à rien de courir après plein d'argent, avoir plein d'opportunités, plein de deals early stage, etc. Si tu es totalement sous l'eau. Voilà, vraiment, vraiment sous l'eau et peut-être de multiples sollicitations, télégrammes, des calls, etc. Tu prends même plus le temps de vivre l'instant présent. Ça sert à rien, en fait, c'est de la merde. Donc, moi, j'en suis arrivé à un point où j'avais du mal à. J'étais vraiment tout le temps sous tension, en train de travailler. Et puis, là, un de mes nouveaux focus, c'est surtout, et c'est quelque chose que je recommande à tout le monde, et je pense pas être le meilleur yogi pour parler de ce genre de choses, hein, ou whatever floats your boat, c'est aussi d'apprendre à lever les pieds et de se poser d'autres questions. Et ça permet aussi de mieux faire son travail, de moins se mettre la pression, de s'infliger moins de choses. Et on dit un peu parce qu'on a juste envie, souvent dans la crypto, on a aussi envie de. Alors, on apprécie la mission, la technologie, et on se dit qu'on fait quand même quelque chose de bien. Mais on veut aussi faire plein de cash, c'est souvent ça qui revient, et on court après ça. Et souvent, on fait quelques trade-offs, quelques concessions autour de sa santé pour parvenir à ce résultat-là. Ça, je pense que c'est une grande erreur que j'ai fait. Je continue de faire dans une certaine mesure, mais vraiment 2022-2023, un des points sur lesquels je pense avoir fait le plus de progrès, c'est surtout prendre du temps pour moi et apprendre à dire non et ne pas répondre à des messages à 3 heures du mat ou ne pas écrire des emails à 4 heures, ou des trucs comme ça, ou accepter que. Faut que j'en prenne de la graine, là, de tout ce que tu dis. En fait, c'est accepter qu'on ne peut pas être actif 7 jours sur 7 et en fait, prendre du temps off de façon consciente. Pendant longtemps, je me suis satisfait de l'idée que, ouais, je suis off, mais en fait, je suis toujours sur mon téléphone, toujours synchronisé avec ce qui se passe et je trade. Vraiment prendre consciemment du temps off et ne pas avoir cette mauvaise conscience, cette culpabilité et se dire que pendant que je prends du moment, voilà, c'est ces temps un peu à l'écart, il y a quelqu'un qui travaille ou je vais. C'est tout un travail, c'est un peu bateau, c'est de la psychologie de bas étage, là, ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est fondamental et moi, j'ai eu tout faux là-dessus pendant longtemps. Et si je pouvais recommencer, je ferais extrêmement attention à ça parce qu'en fait, ça sert à rien d'aller loin, d'avoir du statut ou d'avoir quoi que ce soit si tu as une santé de merde et que tu n'es pas bien dans ta peau. Voilà, à la place de donner des. J'ai pas de trade magique à donner. Ce truc, c'est la persévérance et y aller à son propre rythme et être moins dur avec soi-même, mais toujours essayer d'être plus excellent à mesure que tu avances. C'est tout. Voilà. Excellent. Merci en tout cas pour ces petits conseils. Même Magali a dit qu'elle les retenait. Non, mais excellent. Merci en tout cas, Sam. Alors, ça fait toujours plaisir d'entendre voilà, la nécessité d'une prise de recul et qu'il faut prendre soin de soi et tout ça. Voilà. C'est des discours qui font toujours du bien. C'est important. Ouais. Je fais de la merde pendant un moment. Je continue d'en faire, mais ça va relativement mieux et ouais, je pense que c'est une des principales leçons que j'ai tirées là des 2 dernières années. Voilà. Ben, merci beaucoup. On va rentrer. Je trouve que c'est top. Enfin, voilà. Merci. Merci à vous. Et je pense qu'il faut aussi être très critique. J'ai plein de défauts. Je construis une compagnie aussi et travailler avec des gens qui sont plus intelligents que vous. Ça permet aussi de grandir ou d'évoluer juste avec des gens qui
il faut, je pense, toujours juger ce qu'on fait, se remettre en question et essayer de s'améliorer en gros sur différents aspects, et toujours être critique de ce qu'on fait, essayer de mieux faire et avoir un système pour y parvenir à base d'habitude, c'est toujours pas mal. Et puis voilà, j'espère juste faire mieux demain qu'aujourd'hui, aussi bien humainement que professionnellement. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que c'est important comme état d'esprit à avoir, se remettre en question et admettre que voilà, éviter les Dunning-Kruger, tout ça. Moi, pendant longtemps, je pensais aussi être calé sur pas mal de sujets où j'avais cette volonté d'être, par exemple, bien ou le meilleur là-dessus ou autre. À mesure que les cheveux qui me restent sur les côtés tombent, ben, je réalise que je m'en fous. Voilà. Bon, ouais, ça va, il m'en reste encore. Je m'en fous. C'est vraiment. Je regarde ce que je faisais à 2 ans, et à 3 ans, et à 4 ans. Et ben, c'est peut-être un bon signe. Et je pense qu'on a tous un peu ce regard, mais c'est nul ce que je faisais. Nul. En termes de contenu, en termes même la manière d'appréhender, de résoudre des problèmes, le mind model, nul, nul, nul. Et je pense que je fais la même chose l'année suivante. Et le seul indice que ça nous donne, c'est qu'on est plutôt insignifiant à l'échelle de tout ce qu'il y a autour de nous, du monde dans toute sa grandeur. Et que, voilà, il y a toujours énormément de marge. Le syndrome de l'imposteur dans l'écosystème est assez récurrent un peu partout de toute façon. Enfin, à force là de parler un petit peu avec les gens et tout ça, beaucoup, quand ils regardent ce qu'ils faisaient il y a 1 an, il y a 2 ans, tu as ce syndrome-là, oui, de « ah, j'aurais pu faire mieux », etc. Et c'est un écosystème qui est comme ça, de toute façon, qui est tellement jeune qu'on est en constante amélioration tout le temps, que ce soit sur le côté tech ou que ce soit les médias autour. Alors, c'est vulgarisé parce que les choses sont quand même plus complexes. Mais voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Sam. Merci à vous. Vraiment, c'est sympa. Merci. Sam. Franchement, ça vient un jour là, sans censure, je vous dis ce que je pense.